L'invité politique, député LFI DUP de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Raquel Garrido. Bonsoir. Merci d'être avec nous à Europe 1. Motion de censure déposée avec Lyotte. Pourquoi avoir co-signé avec justement le groupe Liberté, indépendant, Outre-mer et Territoire? D'abord, nous soutenons une motion de censure parce que c'est le seul instrument constitutionnel qui nous reste lorsque, en tant que député, on subit le 49.3. Le 49.3, ça ne va pas de soi, c'est quand même une règle de la Constitution qui est très choquante, vu que... Mais elle existe. Bien sûr, elle existe, mais c'est d'ailleurs tout le problème, c'est qu'il est écrit noir sur blanc qu'on peut considérer comme adoptée une loi qui en fait ne l'a pas été. Donc ça crée une fiction, comme si l'Assemblée nationale avait voté, mais en fait l'Assemblée nationale n'a pas voté. Mais c'est pas la première fois qu'on utilise le 49.3. Michel Rocard l'a utilisé 28 fois, voilà, et il a été utilisé depuis 100 fois depuis le début de la 5e République. Je pense que c'était la 100e fois, là c'était la fois de trop. Donc vous voulez supprimer le 49.3 de la Constitution? Oui. Et je ne suis pas la seule. Je pense que les mobilisations que l'on voit depuis jeudi à Paris et dans toute la France sont la manifestation d'une aspiration démocratique. C'est quand même fou, quand on connaît l'histoire de France, de voir que les gens s'amassent devant l'Assemblée nationale, non pas contre l'Assemblée nationale, mais en fait pour défendre les députés, pour dire laissez les députés voter, et donc en fait contre l'Élysée, contre Matignon. Il se passe là aujourd'hui quelque chose d'une remise en cause du fonctionnement de la monarchie présidentielle. La monarchie présidentielle. Oui, on peut qualifier, je pense, ainsi les institutions de la 5e République, parce que... Attention, bientôt vous n'allez plus dire la place de la Concorde, vous allez dire la place Louis XV. 16, vous voulez dire? Non, Louis XV, c'était le nom de la place avant la Révolution française, c'était la place Louis XV. Ah je l'ignorais, voyez-vous. Parce que je savais que pendant la Révolution, il avait appelé la place de la Révolution. Et ensuite la place Louis XVI. Et non. Pas ensuite la place Louis XVI. Avant ça, la place Louis XV, après la place de la Révolution, et ensuite, à un moment donné, la place de la Concorde. Exactement. Mais je ne saurais pas vous dire quand. Cette Concorde, qui est quand même... 1830. Voilà. C'est intéressant parce que la Concorde nationale, elle implique un consentement à l'autorité, un consentement dans nos institutions. Et nos institutions sont là pour permettre de régler des conflits. Aujourd'hui, il y a un conflit entre le président et le peuple français. Cette affaire de retraite à 64 ans est une affaire en fait consensuelle. C'est-à-dire 90% des actifs sont contre la retraite à 64 ans, 70% des Français sont contre. C'est pas conflictuel, c'est consensuel. Donc le conflit se situe entre le président et le peuple. Et comment on le purge alors, un tel conflit? Comment on le purge démocratiquement avec les institutions actuelles qui ne le permettent pas? Il y a des outils constitutionnels. Pas pour renverser le président, pas pour le changer, pas pour l'obliger à faire quoi que ce soit. Il est irresponsable au sens constitutionnel du terme. Et c'est tout le problème. Est-ce que c'est un cas isolé dans le monde? Oui, dans les démocraties, tout à fait. Dans les démocraties, les personnes qui exercent le pouvoir gouvernant, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment ce pouvoir de gouverner au jour le jour, sont responsables en général devant les assemblées, mais aussi très souvent devant le peuple lui-même, dans les très nombreux pays où il existe le droit de révoquer les élus pour changer les gouvernants. En attendant, il vous reste cet outil constitutionnel qu'est la motion de censure. Il y a deux motions de censure. Il y a celle du Rassemblement national d'un côté, il y a celle de Lyotte, plus NUPES, plus... Alors, est-ce que vous regrettez, comme d'ailleurs le chef de file du groupe Lyotte, que les LR ne se sont pas rajoutés à cette motion de censure? Ce qui compte maintenant, c'est qui va la voter. C'est ça qui compte. Et moi, je vais voter cette motion de censure, la motion de censure de Lyotte. Donc peu importe qu'il y ait les LR ou pas dans la motion de censure. Oui, en bout de course, là, et vraiment, je pense que la France entière va regarder ce vote comme elle regardait déjà le vote jeudi soir, enfin le vote qui n'a pas eu lieu. Et celui-ci, il aura bien lieu, parce que ça, le gouvernement ne peut pas l'empêcher. Donc il y aura bien le vote sur la motion de censure, et l'important, c'est qu'il soit voté majoritairement. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficace d'avoir une seule motion de censure, quitte à avoir d'ailleurs avec le RN? Il y a vraiment incompatibilité entre le RN et la NUP? Oui. Et puis, en l'occurrence, vous me dites le tout pour le tout contre l'Élysée. On est renseigné par les 10 49.3 antérieurs. Et on l'a vu à chaque fois que nous avons déposé des motions de censure, qu'on se confrontait à des urticaires qui étaient générés les uns par rapport aux autres, qui rendaient impossible la majorité. Donc là, ça y est, on a trouvé la solution.
La solution, c'est la motion de censure Liot. C'est la motion de censure, pas Liot d'ailleurs, c'est impropre, c'est la motion de censure transpartisane. Exactement. Donc, qui est signée par un certain nombre de députés insoumis, ELV, socialistes, communistes, Liot. Transpartisane, du coup, ça pourrait aller jusqu'au RN. Ça aurait été bien qu'elle ait LR là autour de Pradier. Personne ne voulait RN, j'avoue. Ça, c'est vrai. Personne ne demandait à ce qu'il soit signataire. Mais est-ce que si les RN étaient venus vous voir en disant on va signer avec vous, est-ce que vous leur auriez dit non ? Oui, j'en aurais dit non. Oui, c'était conçu comme tel pour qu'ils soient. Ils n'étaient pas invités, on va dire. Mais de toute façon, là, on va pas. C'est pas le sujet. Non, mais le sujet, on en a parlé. Vous m'avez répondu. Voilà. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable d'être cohérent avec ce qui a eu lieu jeudi. C'est-à-dire les LR là, qui ont mis en difficulté le gouvernement, objectivement, les députés qui ont refusé les intimidations, qui ont refusé d'être achetés par le gouvernement et les coups de fil où on leur proposait de la verroterie pour voter pour la loi, qui ont refusé les mesures disciplinaires internes. Je rappelle qu'Aurélien Pradier s'est fait quand même expulser de son mandat de vice-président du parti par Ciotti. Vous allez le récupérer à la nuque ? Non, pas du tout. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'élus qui, à un moment donné, font preuve de dignité et de courage. Alors, ils mettent le gouvernement Borne en difficulté le jeudi. Expliquez-moi voir pourquoi le lundi, il sauverait le soldat Borne. Donc là, il faut y aller jusqu'au bout maintenant. Et quand on voit que de toute façon, le 49.3 crée un effet de choc qui va très loin, même au sein de la majorité. Là, aujourd'hui, je lisais tout à l'heure que le responsable LREM à Concarneau a quitté le parti. Vous avez le MoDem, le député Ramos qui appelle à la démission de Madame Borne. Bon, là, ça prend l'eau de partout. C'est évident que Madame Borne ne peut pas continuer. Et donc maintenant, l'important, c'est que tout le monde vote cette motion de censure. Et ensuite, on reprendra. 287 voix. La barre est très haute. 287 voix. C'est atteignable à votre avis ? Oui, tout à fait. C'est atteignable à votre avis ? Bien sûr. Et d'après les comptages que j'ai vus récents, là, on n'est plus qu'à 10 voix à peu près. Si jamais ça passe pas, c'est quoi le plan B, Raquel Garrido ? Alors, en ce qui concerne la bataille des retraites, c'est-à-dire la bataille sur la loi de 64 ans, la bataille continue parce que il y avait une bataille sociale et maintenant vient se rajouter une bataille démocratique qui vient s'intriquer avec la bataille sociale. Donc cette bataille-là, elle appelle à une chose, le retrait de la loi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le président de la République, il faut qu'il comprenne qu'on ne gouverne pas ainsi contre les Français. Mais jusqu'où on peut lui mettre la pression ? Démocratiquement et sans violence ? Alors ça, c'est aux Français de le décider. Quel est votre point de vue ? Vous verrez bien. Moi mon point de vue, c'est que justement, l'aspiration démocratique commande que cette loi n'existe plus. Alors, nous, on a déposé. Alors, je vais vous donner des outils institutionnels qui existent. Quitte à avoir recours à la violence ? Non, bien sûr que non. Pour l'instant, on a les outils qui sont les suivants. On l'a dit, motion de censure. Il y a aussi saisine du Conseil constitutionnel. Car je rappelle que la loi est inconstitutionnelle. Pourquoi ? Je l'explique très rapidement. Parce que la procédure qui a été utilisée pour l'examiner, c'est-à-dire fondée sur l'article 47 de la Constitution et donc qui crée des contraintes très fortes sur la délibération, en fait, n'existe pas pour ces textes-là. Il y a moins de jours pour délibérer. Il y a moins de jours, il y a la possibilité d'aller par ordonnance, il y a la possibilité de faire un 49.3 hors quota, parce que normalement, il n'y a qu'un 49.3 par session. Bref, en réalité, c'était inconstitutionnel d'utiliser le 47.1. Le Conseil constitutionnel peut se prononcer dessus. Bon, très bien. Absolument, mais je parierais pas que ça n'arrivera pas, hein, Pierre de Villeneuve. Je pense qu'une des issues, très 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 lucidement, peut être le fait que le Conseil constitutionnel constate l'inconstitutionnalité. Et je rappelle que le président Fabius avait quand même laissé fuiter dans la presse il y a 2 mois que si le texte n'était pas voté en première lecture, ça rendrait très compliqué une validation a posteriori par le Conseil constitutionnel compte tenu de l'utilisation... Je m'en souviens très bien. En attendant, on n'a pas entendu Laurent Fabius depuis ce jour-là. Non, parce que là, pour l'instant, lui, il a prévenu au début et il intervient à la fin. C'est-à-dire au moment où le Conseil constitutionnel va devoir rendre sa décision. Et objectivement, il ne s'agissait pas d'un article budgétaire. Objectivement, pourquoi ? Parce que l'article budgétaire devrait parler du budget de l'année en cours, 2023. Or là, il s'agissait de faire 18 milliards d'économies à terme, un jour, pour les années futures. Donc, c'était arithmétiquement très, très facile de montrer qu'il ne s'agit pas, en réalité, d'une loi budgétaire. Donc, inconstitutionnalité. Et encore un autre outil derrière, le référendum d'initiative partagée. Parce que vous savez... Et ça, comment on fait ?
Alors ça, il faut 4,8 millions de signatures de Français, de personnes inscrites sur les listes électorales. Donc c'est le moment d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc ça fait à peu près... Ceux qui m'écoutent, si vous ne l'êtes pas. Oui. Et pour ça, il y a aussi 48 millions d'inscrits, je crois, sur les listes électorales. C'est ça, donc c'est 10%. Ouais. En fait, c'est 10% des inscrits, donc 10% évolue avec le nombre d'inscrits. S'il y a plus d'inscrits, le nombre lui-même en net évolue. Un Français sur 10. Voilà, un électeur. Oui, un électeur français. Oui, on a quand même quelques millions d'électeurs. On a dit 48 millions sur 70 millions, donc ça fait, c'est ça. En réalité, il y a 50 millions de Français qui sont en âge et en droit de voter, et donc il y en a 2 millions, plus de 2 millions qui ne sont pas inscrits. Allez vous inscrire, et ensuite vous pourrez voter aussi, signer en ligne pour le référendum d'initiative partagée. Ça, on l'a déposé déjà. Donc maintenant, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui doit transmettre ce RIP au Conseil constitutionnel, qui va examiner sa recevabilité. La condition importante étant qu'il ne fallait pas que ce soit sur une loi déjà promulguée. La loi n'est pas promulguée, donc nous sommes parfaitement dans les temps. Voilà. Est-ce que vous appelez à la dissolution ? Alors, la dissolution est pour moi un pouvoir abusif du président de la République, c'est-à-dire qu'en faire les autres démocraties du monde. Lorsque les gouvernants peuvent dissoudre les assemblées, c'est parce que les assemblées peuvent aussi les révoquer en miroir. Bon, c'est pas le cas du président de la République française, donc la dissolution est pour moi une marque d'un régime, d'un abus de pouvoir. Cela étant, s'il y a des élections, c'est aussi une modalité, on va dire, pacifique de résolution du conflit. Et en ce qui me concerne, et puis les Insoumis, nous sommes prêts à repartir aux élections. Merci beaucoup Raquel Garrido de nous avoir éclairé ce soir.